Enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le samedi 8 février 2025, bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine africaine. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur les crimes coloniaux en Afrique. Nous nous intéresserons en particulier aux crimes commis par le colonialisme français. Le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Le bilan macabre du colonialisme français en Afrique ». 8 février 1958, 8 février 2025, 67 années se sont écoulées depuis le bombardement par l'aviation de l'armée coloniale française du village tunisien de Saqiet Sidi Youssef, situé près de la frontière algérienne. Le matin du 8 février 1958, jour de marché hebdomadaire, une soixantaine d'avions français, parmi lesquels des B-26, des Corsair et des Mistral, ont bombardé et mitraillé pendant des heures la petite localité tunisienne. L'attaque a visé une école, un marché, des habitations, provoquant un carnage parmi la population civile tunisienne. Un carnage dont les séquelles demeurent encore aujourd'hui profondes. Des massacres comme celui dont a été le théâtre le village de Saqiet Sidi Youssef ont été très nombreux en Afrique. Entre le 19e siècle et le 20e siècle, les peuples d'Afrique ont vécu une terrible violence du fait colonial avec des morts, des expropriations, des privations de liberté, des tortures, des exécutions sommaires et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, militaire, économique et culturelle. Les chiffres de cette période sont éloquents d'horreur. Des morts, il y en a eu aussi à chaque fois que les populations ont tenté de se libérer du joug colonial, comme ce fut le cas en Algérie durant la longue et horrible nuit coloniale. Alors pourquoi l'armée coloniale française a-t-elle attaqué Saqiet Sidi Youssef ? Pourquoi le colonialisme européen a-t-il régulièrement eu recours au massacre durant sa présence en Afrique ? Quel est l'impact des crimes coloniaux sur les sociétés africaines ? Comment ces crimes ont-ils affecté le développement de l'Afrique ? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro d'aujourd'hui. Alors pour en parler, il y a avec nous Hassan Arab, enseignant universitaire et journaliste spécialisé dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Bonjour Hassan Arab. Bonjour Zine. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a également avec nous Ahmed Kateb, ancien directeur de Canal Algérie et actuellement chercheur en sciences politiques. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour Zine Chafaoui, Hassan Arab, Moukran Touarabi et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors comme vous venez de le mentionner, Ahmed Kateb, comme à chaque numéro de l'événement du Sahel, il y a avec nous, nous serons accompagnés par Moukran Touarabi, journaliste et consultant de l'émission. Bonjour Moukran Touarabi. Bonjour à vous tous, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. L'événement du Sahel. Alors bonjour messieurs, Hassan Arab, alors que s'est-il exactement passé à Saqiet Sidi Youssef durant cette froide matinée du 8 février 1958 ? Les faits, Les faits, c'est le 8 février 1958, un escadron de l'aviation française qui est composé de 25 avions, dont 11 B-26, vont bombarder ce village de Saqiet Sidi Youssef. C'était un jour de marché. Oui. C'était également un jour ouvrable, parce que c'était un samedi, mais... Et donc ça grouillait de monde. Ça grouillait de monde, et puis les écoliers étaient dans leur classe. Ils vont, donc ces 25 bombardiers vont déverser pendant
1h20, un déluge de feu et de fer sur cette paisible ville. C'est une petite ville Localité frontalière. frontalière. Un bombardement, un raid qui va causer la mort essentiellement De femmes et d'enfants. de femmes et d'enfants, de civils d'une manière générale. Il y avait, on parle de 20 enfants, 31 femmes, et les autres, c'est des vieillards et des civils d'une manière générale. Ils ont même ciblé, donc, ils ont ciblé des maisons, ils ont ciblé une école primaire et une antenne de la Croix-Rouge internationale. C'était donc un véritable massacre. Oui. Les militaires de l'armée française, parce que ça a été décidé, aujourd'hui on le sait, par les militaires de l'armée française, à leur tête à l'époque c'était le général Salon. Oui. Donc il y a un autre général, celui qui était à la tête de l'aviation à l'époque, c'était le général Jouot. Donc c'est lui qui va prendre la décision de bombarder Sarriette Sidi Youssef. Je cite ces deux noms parce qu'on va les retrouver par la suite. Oui. Le Carteron. Le Carteron. Donc parce qu'on va les retrouver. Et c'était déjà le début d'un putsch contre la 4e République parce que les autorités politiques à l'époque n'ont pas été informés directement. Il paraît qu'ils ont eu un aval oral de Chaban Dalmas à l'époque, Qui était ministre de la Défense. qui était ministre de la Défense De la 4e République. de la 4e République. Donc c'est un raid qui révèle en 1958, en ce début d'année 1958, la faiblesse de la politique française et qui va c'est le début de la fin de la 4e République, qui n'a donc, si vous voulez, c'est par désespoir qu'on a attaqué. Quand on s'attaque aux civils, ça veut dire qu'il y a un problème d'ordre politique d'abord, et d'ordre éthique sur le plan militaire. Et en plus, on s'attaque à une population d'un pays qui n'est pas partie prenante. Parce que alors, on a prétexté le droit de poursuite, parce que on rappelle un petit peu les faits, le contexte, parce que il y avait au mois de janvier 1958 ce qu'on appelle la bataille de Djebel Ouasta. Oui. Et les unités de l'ALN ont eu, ont marqué les esprits, notamment au sein des militaires français, parce que face aux chars, face à l'artillerie, face à l'aviation, etc., ils ont fait une bataille extraordinaire. Ils ont pu même arrêter un certain nombre de militaires et ils ont touché un avion de l'armée française. C'est pourquoi il y a eu cette décision revancharde. Les militaires français ont agi plus par revanche et par représailles. Là, on se vend sur les populations civiles de la Tunisie parce que à côté du village de Sarriette Sidi Youssef, il y avait, c'est vrai, une base arrière du FLN. C'était une mine désaffectée où le FLN avait un matériel de guerre, etc. Mais la mine n'a pas été ciblée. La mine n'a pas été ciblée. Ahmed Kateb, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette matinée du 8 février 1958 et sur les dégâts humains et matériels immenses causés par ce bombardement de l'armée coloniale française? Oui, je pense que Hassan Arab a bien décrit la situation, a fait les bons rappels. Le 8 février 58, donc c'est une France revancharde. Oui. On voit que deux des principales têtes qui ont participé au renversement de la 4e République à partir du printemps 58, mais surtout du fameux Carteron de généraux en retraite ambitieux et fanatiques qui avaient tenté le putsch d'Alger en 61. Donc on voit que c'était une faction, disons, fascisante des militaires français qui avaient agi contre Sarriette Sidi Youssef. Et là, je fais tout de suite le parallèle avec la réponse disproportionnée, fascisante, génocidaire
de Netanyahou, Gallant, Oui. contre la bande de Gaza. Oui. Donc on se rappelle que Gallant a dit ces animaux humains. Pour les Français, à l'époque, ce n'était que du bétail qui Oui. était exterminé. Ce n'étaient pas des êtres humains. Donc les Algériens et même les Tunisiens n'étaient pas considérés jadis comme des êtres humains parce qu'ils ont été ciblés sciemment, consciemment, pour pouvoir, entre guillemets, faire peur au FLN et à l'ALN Oui. en pleine guerre de libération, mais surtout essayer de passer un message comme quoi rien ne peut arrêter la France. C'est Et c'est ça le principe même de l'esprit criminel et de l'esprit génocidaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite Oui. à l'action parce qu'il n'y a tout simplement pas d'éthique et pas de morale. Parce qu'il faut savoir que la guerre a ses règles. Absolument. Et là, cibler des enfants, des familles, Ils n'en ont respecté aucune. absolument. Mais merci Ahmed Kateb. Moukran et Touarabi, justement, le bombardement par la France coloniale du petit village tunisien de Saqiet Sidi Youssef reste un grand symbole de la violation du droit international. Tout à fait, parce que ce bombardement a été unanimement condamné au niveau international. Il a suscité énormément de réactions au niveau de tous les continents et de toutes les grandes puissances de l'époque, y compris des États-Unis d'Amérique. Oui. Ça a aussi mis à nu toutes les pratiques coloniales de la France qui s'attaquent d'une manière délibérée aux civils sans aucun motif valable, en attaquant un village, en décimant, parce qu'ils ont décimé ce village. Et ça a suscité des réactions et en même temps ça a démontré aussi la solidarité des pays voisins qui portaient main forte justement à la guerre de libération nationale. C'est ce qui a agacé les autorités coloniales, c'est que cette petite base arrière justement du FLN a mené quand même à la vie dure à la puissance coloniale en menant des raids, des opérations, comme l'a bien décrit Hassan Arab. C'est pour ça qu'ils se sont vengés contre les populations qui, pour eux, leur portaient main forte, les aider, leur permettaient d'acheter des vivres pour continuer à rester sur place. Mais l'idée, la décision arrêtée de bombarder Saqiet Sidi Youssef un jour de marché renvoyait à une volonté de faire un maximum de victimes parmi les populations. C'est de supprimer complètement la population qui est sur place pour eux, de cette manière, ils vont donc supprimer la résistance qui était basée là-bas. On rappellera que tout a été détruit dans ce petit village. Tout a été détruit, oui. Oui. Il a évoqué Hassan Arab une soixantaine de morts, mais certains parlent de 600 morts en tout. Oui, donc il n'y a pas un bilan exact par rapport à ça, mais... Il y a eu au moins 79 morts. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est reconnu officiellement. Mais certains témoignages parlent de beaucoup plus que ça. Récemment, dans des forums ici en Algérie, il y a eu justement ce chiffre de 600 morts qui a été avancé. Ça reste à vérifier, mais quand même, ça démontre la sauvagerie coloniale et justement cette barbarie avec laquelle ils ont supprimé tout un village bandit de civils. Oui, merci Moukran Touarabi. Hassan Arab, l'événement ou les événements de Saqiet Sidi Youssef, ou le massacre de Saqiet Sidi Youssef, le terme me semble beaucoup plus approprié, jette un coup de projecteur sur la bestialité, sur la barbarie mise en place ou pratiquée par la France coloniale, à la fois en Tunisie et en Algérie. C'est un massacre qui révèle la tentation génocidaire de l'armée française en Algérie. Moukran a dit que c'était un acte prémédité. Acte prémédité, oui. Ah oui. On voulait faire le maximum de victimes. Parce que certains avions ont mitraillé les gens en rase-motte. Donc c'est en connaissance de cause. On voulait véritablement, comme tu l'as souligné, faire le maximum de victimes. Je crois qu'on a utilisé aussi des bombardiers lourds. Des B-26. Des B-26, oui. Les B-26. Des B-26
11 avions de B-26 Oui, oui. et des petits avions qui mitraillaient les gens en rasement. Oui, Donc oui. ils voyaient les gens, c'est-à-dire les pilotes voyaient les gens Courir, courir, s'échapper, qu'ils oui. mitraillaient. Oui. Donc pour vous dire, il y avait cette volonté exterminatrice, Oui. c'est-à-dire le Salon avait donné l'ordre de Oui. représailles. Donc Alors d'un côté, Hassan Arabe, cet événement tragique, ce massacre, a permis de donner un aperçu sur la sauvagerie, sur la bestialité, sur la barbarie du colonialisme français en Afrique du Nord et particulièrement en Algérie. Mais le bombardement de Sakiet Sidi Youssef a permis aussi à la cause algérienne ah oui, d'avoir donc, une plus grande visibilité aussi à l'international. Ce qui s'est produit à Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958 a été unanimement dénoncé par la communauté internationale de l'époque, y compris par les proches alliés de la France de coloniale. la France, notamment les États-Unis et La Grande-Bretagne. et la Grande-Bretagne. Parce Oui. que les Français, lorsque Murphy a proposé les bons offices, ces bons offices pensaient qu'il allait être du côté des Français. Mais lorsqu'il a été reçu par les autorités françaises à l'époque, ils ont compris que la communauté internationale ne peut plus soutenir les efforts de guerre de l'armée française qui s'attaque à des civils. Parce que la France, à l'époque, en 1957, elle a présenté un dossier, ce qu'on appelle la question algérienne, c'était une question dite interne. Donc, il fallait, et on parle de pacification. Elle ne voulait absolument pas que le dossier atterrisse sur le bureau de l'ONU ou du Conseil de Et sécurité. on ne parle pas de guerre, mais voilà donc un bombardement On parlait des événements spectaculaire. d'Algérie, oui. Les événements d'Algérie. Il y a un puis, déni de réalité. un déni, et puis c'était des généraux qui ont pris des décisions, qui ont organisé, qui ont mené ce bombardement. A révélé l'état de guerre en Algérie et a révélé la stratégie d'un certain Salon. Parce que Salon, quand il arrive en Algérie au début de à la fin de 1956, il va révolutionner les méthodes adoptées jusqu'ici. Nous savons qu'à partir de 1956, le terrain militaire était au profit de l'ALN, donc, qui ont réalisé des prouesses extraordinaires. Il fallait faire donc appel à des renforts, grâce à Salon, et adopter une nouvelle stratégie, une nouvelle ancienne. Donc il est allé chercher dans l'histoire de la colonisation, parce qu'il parle de guerre totale. La guerre totale, c'est Bugeaud. À la Bugeaud. Alors l'événement, l'affaire Sakiet Sidi Youssef intervient à un moment où la révolution algérienne atteint sa vitesse de croisière. Les structures de la révolution sont en place. 58 d'ailleurs, tous les historiens s'accordent à dire que... Il y a une panique. 58, c'est l'année de l'ALN. C'est l'année de l'ALN, effectivement. C'est l'année de l'ALN, et puis qui va d'ailleurs provoquer la chute de la quatrième République et l'avènement de la 5e, qui vont justement mener une guerre pour détruire l'ALN. Donc c'est les grandes opérations Charles. J'aimerais rajouter quelque chose, parce que l'armée française, dans sa stratégie donc de limiter, de créer un grand camp de concentration en Algérie, ils ont créé ce qu'on appelle les lignes Charles et Maurice. À l'époque des faits, donc on est en février 1958, c'était déjà la ligne Maurice. Donc, qui sera renforcée en 1958, donc fin de l'année 1958. Et elle sera, cette ligne, le franchissement de cette ligne était plus ou moins facile. D'où la fameuse... Le dédoublement. Parce qu'après les faits, c'est vrai qu'il y a eu ces représailles sauvages. Il va y avoir ce qu'on appelle la bataille de Soqaras. On est sur la même frontière. Soqaras était le lieu de passage, même pour les réfugiés vers la Tunisie. Il y a qu'on appelle
la bataille de Socarrás du mois de mai 1958, on l'appelle la mère des batailles. Il y a eu, l'ALN avait lancé un bataillon de 1000 hommes sur la frontière. Sur la frontière. 1000 hommes, vous Oui, savez. c'est énorme. Oui. C'est vrai il y avait plusieurs morts dans les rangs de l'ALN. C'est son mort, hein, on dénombre c'est son mort. Mais il a eu quand même, sur le plan psychologique, un effet vraiment terrible sur l'armée française qui avait à l'époque, qui avait une minute, qui avait moins d'une minute, qui avait déployé un arsenal extraordinaire en matière donc, de chars, de camions militaires, d'aviation, etc., pour venir à bout à ces assauts permanents et répétés de l'armée de libération nationale. L'armée de libération nationale. Alors, Ahmed Kateb, les bombardements de Saqiet Sidi Youssef a provoqué une vague d'indignation internationale, ce qui a valu à la France d'être condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont exercé une pression sur la France pour éviter une escalade. Cette attaque a valu aussi à la France des problèmes avec Bourguiba, avec l'ancien président tunisien. La Tunisie venait juste d'accéder à son indépendance, c'était 2 ans après. La Tunisie a accédé en 1956. Et donc, ça a convaincu l'événement, le tragique événement, le massacre, a convaincu Bourguiba de demander à la France de retirer ses soldats qui étaient encore stationnés en Tunisie. Oui, Bourguiba qui était, disons, très... 6 consuls ont été expulsés. De Tunisie. Le président Bourguiba était connu pour être partisan de la voie médiane. Oui. D'être un politique, donc il est avocat à la base, donc il a l'habitude des plaidoiries, donc des rencontres, des pourparlers, il s'inscrit dans un temps long, donc il a d'abord défini sa stratégie pour libérer son pays à travers l'autonomie interne avec Pierre Mendès France, des cas 54-55, pour évoluer vers l'indépendance dans l'interdépendance en 56. Bref. Donc Bourguiba a été la deuxième grande victime des bombardements de Saqiet Sidi Youssef, après le peuple algérien et tunisien, bien évidemment. Pourquoi Bourguiba a été une victime directe? Parce qu'il croyait aux bénéfices des négociations. Donc il était très porté sur une option de négociation et d'amener le FLN à négocier avec la France. D'ailleurs, c'était prévu, pour revenir à l'affaire de l'avion, à raisonner des dirigeants du FLN qui partaient de Rabat vers Tunis. Tunis où devait avoir lieu une conférence nord-africaine, Bourguiba, Mohamed Khames, les dirigeants du FLN, pour trouver une solution au problème algérien et proposer à la France des négociations dans un cadre plus global. Bref, donc Bourguiba était une des grandes victimes de cette affaire et Bourguiba s'est senti floué. Pourquoi? Parce qu'il avait cru justement quelque part en la parole, entre guillemets bien évidemment, de la France par rapport à la sanctuarisation de son pays. Saqiet Sidi Youssef se trouve en Tunisie. La France a violé la souveraineté de la Tunisie, donc l'affaire a été portée au niveau des Nations Unies, et bien évidemment, même en temps de guerre froide, tout le monde, à l'Est, à l'Ouest, était unanime pour condamner le crime colonial français. Que ce soit les Soviétiques ou le bloc de l'Est, que ce soit les Américains et le bloc de l'Ouest. Donc tout le monde cela a permis, au fond, d'isoler la France. Oui, très bien. Mourane Touarabi, alors, cet événement a affaibli la position de la France sur la scène diplomatique, l'obligeant à envisager une issue politique au conflit. On se souvient, le président, celui qui deviendra le président Kennedy, le sénateur Kennedy, essaiera a convaincu le Sénat de soutenir la révolution algérienne. Beaucoup de grands noms de la scène internationale de l'époque ont pris fait et cause pour la guerre de libération nationale. Voilà, la Chine, la Yougoslavie de Tito, la Tchécoslovaquie, la Hongrie. Alors, tout le monde était du côté des indépendantistes algériens. Alors, cet événement a contribué à renforcer le soutien du FLN au niveau international.
Tout à fait. Surtout, il a fait avancer la cause sur le plan diplomatique, puisque la cause algérienne elle est inscrite à partir de là au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a reçu le soutien de la première puissance mondiale de l'époque, qui était les États-Unis d'Amérique, le président américain de l'époque, donc qui était farouchement opposé à la poursuite de la colonisation de l'Algérie. Il a demandé à la France de mettre fin à cette entreprise coloniale, et pas uniquement. Donc, elle est devenue plus que jamais une cause qui s'est internationalisée, où les soutiens ont été encore plus forts. Et c'est ce qui a accéléré donc, le processus pour l'indépendance de l'Algérie, et qui a abouti donc, à l'ouverture des négociations et qui se sont terminées par la signature des accords d'Évian. Donc effectivement, ce coup barbare de l'armée coloniale a donné l'effet inverse, parce que le but c'était de tuer, de désoler la résistance algérienne, et de la copie de ses soutiens internationaux et régionaux, notamment la Tunisie. Et ça a donné l'effet inverse, puisque la cause algérienne ne s'est jamais mieux portée sur le plan international qu'après cette attaque. Merci beaucoup, Mprolane Touarabi. Alors, dernier point avant de passer à un autre aspect des crimes coloniaux en Afrique. Hassan Arabe, comme vient de le dire Mprolane Touarabi, l'un des objectifs de ce bombardement, effectivement, était de désolidariser les Tunisiens des Algériens. Mais force est de constater que ce plan n'a pas fonctionné, au contraire. Il a eu l'effet contraire. A eu l'effet contraire. Parce qu'il y a eu, comme l'a si bien souligné Ahmed, l'attitude exemplaire de Bourguiba, il faut le dire. Bien sûr. Mais il y a également le comportement du peuple tunisien qui a manifesté juste après. Et la cible, c'était quoi? C'était la base de Bizerte. La base de Bizerte, je parlais tout à l'heure de la stratégie de Général Salon, était très très importante dans son dispositif militaire répressif en Algérie. Et les Tunisiens avaient haut et fort dénoncé la présence française, les résidus de l'armée française sur leur territoire. Et c'est une victoire pour l'ALN et le Front de Libération Nationale. L'événement du Sahel. Alors, Hassan Arabe, le Premier ministre Nadel Arbaoui, alors, juste il fallait qu'on le mentionne, le Premier ministre Nadel Arbaoui, le Premier ministre algérien Nadel Arbaoui, se trouve en ce moment même à Saqiet Sidi Youssef pour célébrer cet événement tragique avec son homologue tunisien. C'est pour vous dire l'importance que se revêt cet événement dans les relations algéro-tunisiennes, des relations qui puisent leurs sources dans l'histoire, mais aussi dans le sang. Elles sont scellées dans le sang. Elles sont scellées dans le sang. Ahmed Kateb, j'ai la chance d'avoir beaucoup de participants, donc il m'arrive de me tromper. Ahmed Kateb, il y a eu Saqiet Sidi Youssef, mais comme nous l'avons dit en début d'émission, Saqiet Sidi Youssef jette la lumière, en réalité, ou donne un aperçu précis de toutes les exactions, ou de la nature des exactions commises par le colonialisme français, soit en Afrique du Nord, soit en Afrique subsaharienne ou au niveau du Sahel. Oui, ce n'est que... Et des exactions telles que celles vécues par Saqiet Sidi Youssef, il y en a eu beaucoup. On peut même remonter à 1830, ça a commencé dès la colonisation de ça a commencé dès les premiers moments du débarquement français à Sidi Fredj. Donc il y a cette volonté d'extermination d'un peuple, le peuple algérien. C'est indéniable. Et au-delà du peuple algérien, c'est cet esprit colonial peut-être qu'il faudrait déconstruire pour pouvoir comprendre la mécanique criminelle. Pour les colonialistes à l'époque,
issus du siècle des Lumières, issus également de cette philosophie de la Révolution française. Il y a ce qu'avait appelé et qualifié Montesquieu, le grand penseur de la séparation des pouvoirs, le bon sauvage. Donc, Le mythe du bon sauvage. il y a l'Européen, donc le civilisé, et le bon sauvage. Le bon sauvage englobe pratiquement tous les autres peuples qui ne sont pas européens, donc qu'on qualifie aujourd'hui d'une manière erronée d'appartenir à la civilisation judéo-chrétienne, européenne, blanche. Donc le bon sauvage, c'est tout le reste du monde. Exactement. Donc pour les Français qui débarquent en Algérie et en Afrique plus tard, il y a ce bon sauvage, mais dans le terme bon sauvage, il ne garde à l'esprit que le qualificatif sauvage. Alors sauvage équivaut à extermination. On doit exterminer les sauvages, quel que soit le prix, et s'approprier leurs terres et leurs richesses. Oui. La France, on est lorsqu'elle déjà dans débarque, la notion de guerre civilisatrice. de guerre civilisatrice, de conflit de civilisation. On est également dans cette idée de fin de l'histoire qui est une idée hegelienne qui veut que dans l'évolution de la civilisation humaine, il y a un point final, et ce point final, c'est le rayonnement de la civilisation occidentale, libérale, démocratique, capitaliste, etc. Donc on est au tournant de la révolution industrielle. La France débarque en Algérie, commence à piller, et il lui faut de la main-d'œuvre bon marché, corvéable et merci, et il lui faut surtout des richesses. Oui. Comment exproprier, comment pratiquer la rapine et pratiquer la prébende pour pouvoir détourner toutes les richesses du territoire algérien vers la métropole. Parce qu'il ne faut pas oublier, la France, telle qu'elle est aujourd'hui, a été bâtie grâce aux richesses des colonies, grâce à la sueur et au sang des colonisés. Cela, les Français, aujourd'hui, dans leur discours raciste, feignent l'oublier. Il est très à propos, et il est très juste de le leur rappeler que leur grandeur dont ils se pavanent aujourd'hui n'est due qu'à la misère qu'ils ont affligée aux colonisés et aux peuples du continent africain notamment. Et c'est là où tous les crimes du colonialisme semblent s'imbriquer et se suivent l'un après l'autre. Très bien. Colonel Touarabi, alors des crimes coloniaux, il y en a eu énormément en Afrique. Ils ont commencé dès la colonisation de l'Afrique. On peut citer le génocide des Herero et des Nama en Namibie commis par l'Empire allemand. On peut citer les atrocités du Congo belge sous Léopold II. Des millions de Congolais sont morts, ont été assassinés à cause de violences liées à l'exploitation du caoutchouc et d'autres ressources. Mais s'il y a un pays aussi qui a vécu ces atrocités en très très grand nombre, c'est l'Algérie. Et mon colonel Touarabi, il n'y a pas une région en Algérie sous l'occupation française qui n'a pas connu de massacre. Tout à fait, c'est un siècle et 32 ans quand même de colonisation, c'est énorme, de barbarie, barbarie parce que ça a commencé 132 ans. Dès l'arrivée de la France. Une colonisation de peuplement. C'est unique, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, c'est unique la colonisation algérienne, effectivement, parce que on a ramené des Européens pour remplacer les populations, les Algériens qui étaient là, enracinés depuis 10 siècles et qui avaient leurs biens, leurs terres. Et la France, elle est arrivée ici, elle les a massacrés, elle les a dépossédés de leurs terres, elle les a placés dans un statut de seconde zone. Parqués dans des endroits inhumains, tout simplement. Il y a eu, après les massacres, on peut citer toutes les révoltes qu'a connu l'Algérie depuis l'arrivée
de l'armée coloniale. Oui. Il y a eu les enfumades, Oui. Dahara, Oui, il y a le eu, Dahara, il y a eu Achlef aussi. Vous savez que les enfumades, on prenait des populations des villages, on les Oui. mettait dans des grottes, on allumait le feu. Oui, oui. euh, Elle meurt périssait asphyxiée. asphyxiée. Oui, Voilà. oui. Donc, c'est des pratiques et des procédés génocidaires, criminels, dont la France a utilisé un peu partout en Algérie. Il y a eu les Ouais. fours à chaud, il y a Ouais. eu les L'arme chimique massacres. à la droite. Oui, oui. Justement, j'arrivais, il y a eu l'utilisation du napalm contre des villages. Oui. Il y a eu un témoignage Germain Chombost qui a témoigné. C'était un aviateur français en 90 et il a avoué avoir largué ce qu'ils appelaient des bédans spéciaux. Oui, Parce oui. que C'était le du mot napalm. napalm était interdit pour eux, et il ne fallait pas l'utiliser, donc ils les utilisaient le mot bédans spéciaux qu'ils ont largué sur des villages, des populations qui ont été brûlées vives. Oui. Donc les crimes coloniaux, c'est des crimes coloniaux documentés. Oui. L'Algérie, la population algérienne, il y a eu 5,6 millions de morts pendant cette longue colonisation. On ne parle pas des explosions nucléaires d'Oregon. Voilà, ça, à partir de 60, effectivement, dans les effets, c'est des essais, c'est des crimes coloniaux qui continuent à tuer les Algériens jusqu'à maintenant. Très bien. Hassan Arab, le colonialisme français, comme vient de le signaler Mqran Aïtou Arabi, a tué des Africains par centaines de milliers et parfois même par millions. Par millions. Le Tchad et le Madagascar, on connaisse Même le Sénégal. Oui, et même Il y le a quelqu'un Sénégal aussi. qui a écrit que l'horreur ignore l'approfondissement, elle ne connaît que la répétition. Pourquoi Oui, la répétition? oui. Parce que c'est une histoire, donc la colonisation, c'est une histoire qui a commencé dans l'horreur Oui. et elle s'est terminée dans l'horreur. Oui. Donc nous savons que après la conférence de Berlin, Oui. après les massacres commis en Algérie entre 1830 et 1870, Alors la conférence de Berlin, c'est 1884-85. 1884. Voilà. Voilà. Donc les empires, c'était la course au trésor. Oui. Et la France voulait s'accaparer, notamment de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Oui. Et là, il fallait envoyer des colonnes. Donc Oui. on a créé une colonne, la colonne la plus sauvage, la plus barbare que la colonisation ait connue, c'est la colonne Voulé-Chanoine. Oui. Donc deux sanguinaires, à tel point que la presse colonialiste à Oui. l'époque parlait d'une colonne infernale. Ils vont semer entre... alors, ils démarrent du Sénégal, Oui. du Sénégal jusqu'au lac Tchad. Oui. Ils vont semer la mort et la désolation sur la route. Donc, on a même pendu au Tchad, je pense que c'était le mois d'avril Oui. 1899, ils ont pendu des petites filles par les pieds sur des arbres. Atroce. Pire encore, il y a un village qui a été complètement exterminé, un village Tchad. au Niger. Niger. Au Tchad, c'est le village de Berni Nkoussi au début mai 1899, toujours. Oui. Alors, il y avait 10 000 âmes qui vivent dans ce village. Oui. Des hommes, des femmes, des vieillards, tout le monde. Tous les habitants ont été exterminés. Pour vous mettre donc en image, ça, on est au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Hassan Arab, pour apporter de l'eau à votre moulin, je sais que vous aimez bien les citations. Alors, Aimé Césaire disait que la colonisation est une négation de la civilisation. En cela, n'est-elle pas un crime, une barbarie intolérable? C'est une barbarie intolérable. C'est Et une c'est sur barbarie cette. intolérable. Et justement, j'ai lu un historien français il y a 2 jours. Oui. Il parle de la construction du nationalisme français, c'est-à-dire Oui, le nationalisme oui. actuel, qui intervient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est un nationalisme justement qui s'est construit sur la base de la colonisation, Oui. Et notamment la colonisation de l'Algérie, parce que les autres colonies c'était à part, parce que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle voulait réaliser ce qu'on appelle l'Union française pour Oui. pour garder les colonies
l'Algérie étant considérée comme un territoire français, donc il fallait sauver les colonies. Donc il va y avoir des massacres. Vous ne parlez pas Des du massacre de Madagascar. avant le Hassan massacre, Arab. il y a eu, Ouais. avant le massacre de Madagascar, il y a eu le fameux massacre du Sénégal, de Tiaroy, Oui. où tous les tirailleurs sénégalais, enfin, c'est des tirailleurs africains, Tirailleurs africains et qui ont servi en première ligne durant la Seconde Guerre mondiale, qui Ils étaient des seront- tireurs d'élite. ils étaient exterminés. D'ailleurs, Oui. certains parlent de 300, certains parlent de Oui, ça. oui. Mais nous savons que dans le fort Oui. de Tiaroy, ils ont enterré, c'était un charnier, donc ils ont Oui, enterré toutes les victimes dans une fosse commune. On peut rappeler aux auditeurs, Hassan Arab, que ces tirailleurs massacrés ne faisaient que réclamer leur solde leur impayé. Exactement. Voilà. exactement. Pour leur Et puis, participation dans la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième massacre en Afrique, Oui. on laisse mai 45, parce que je vous ai dit... Il y a eu le 8 mai Parce que- 45. Parce qu'il y avait une 45 000 stratégie morts. il y avait une stratégie pour, il fallait donner l'exemple Oui. pour les colonies africaines. C'est le massacre de Madagascar de 1947. Là, la France a frappé avec une rare violence. Le summum de l'horreur. C'était le summum de l'horreur. 100 000 morts. Oui. 100 000 morts. Donc en mars 1947. Oui. Et là, le massacre du Madagascar, c'était un massacre commis pour l'exemple. Et puis il y a le massacre en Algérie du 8 mai 1900. Stef Gelma Kharrata. Stef Gelma Les gens Kharrata. sont sortis fêter la fin de la Deuxième Guerre La mondiale, Deuxième Guerre mondiale. revendiquer la liberté, et on les l'indépendance. accueille à coups de mitraillettes et de canons. Voilà. Voilà. Donc, c'est une histoire qui se répète, la colonisation. Oui, oui. L'aurore coloniale. Je voudrais peut-être Oui, Ahmed abonder Kateb. dans le même sens. Oui. C'est que le fait que le nationalisme français, qui n'a pas digéré la défaite de 40, Oui. il faut le rappeler, la France est le seul pays au monde qui a déclaré sa capitale ville ouverte Oui. à l'ennemi. Les Français n'ont même pas cherché à défendre Paris. Oui. Le gouvernement a fui vers Tours, vers Toulouse, vers Bordeaux. Le gouvernement français a fui la capitale Oui. et l'a déclarée ville ouverte. Alors, comprenez, on peut comprendre la posture française actuelle Oui. par rapport au tournant de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Le complexe par rapport aux Allemands. Le complexe par rapport à Paris ville ouverte. Le complexe par rapport à la déportation des Juifs français, Oui. à la collaboration avec le nazisme. Oui. Donc, déjà, les trois complexes sont le socle actuel de la pensée politique française. Ahmed Kateb, avant que je n'oublie, il faudra le rappeler, c'est un fait historique. Le recteur de la mosquée de Paris a sauvé beaucoup de juifs. Oui, Sir Qaddour Ben Ghebret, Allah yarhamou, Oui. qui était le premier recteur de la mosquée de Paris, Oui. a sauvé de nombreux juifs. Puisque la mosquée de Paris est d'actualité, on en parle Oui. beaucoup en ce moment, donc Ah, autant il a rendre à tout César à ce qui fait, appartient à absolument. César. Il a sauvé de nombreux juifs en attestant qu'ils étaient d'ascendance musulmane Oui. et en montrant des tombes de musulmans pour dire Oui. telle ou telle personne que vous qualifiez de juif, voici la tombe de son père, Oui. de son grand-père, etc. Oui. Donc Qaddour Ben Ghebret a sauvé Oui. des dizaines et des dizaines de Français juifs Oui. en les faisant passer pour des musulmans. Fermons cette parenthèse. Donc, on voit qu'il y a les trois complexes qui font le Oui. socle de la pensée politique française actuelle. Le quatrième socle, c'est l'idée de la grandeur de l'empire français Oui. et la débâcle de la décolonisation. Les Français, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas accepté le fait que leur pays soit une puissance moyenne, Oui, il y a un que- déclassement à tous les points de vue. que les pays anciennement colonisés se soient émancipés et surtout que l'Algérie ait arraché Oui. son indépendance après une longue guerre de libération nationale qui a affligé de très grosses pertes à l'ennemi français et qui a causé la chute de la 4e République, le lancement de la 5e République et tous les soubresauts qui s'en ont suivi. Maintenant, pardon, je termine. Je vous en prie, Ahmed Kateb. Pour comprendre la psychologie de la classe politique française, il faut remonter à ce moment clé.
on comprend pourquoi il y a cet alignement aveugle sur l'entité sioniste, Exact. et on comprend pourquoi il y a cet acharnement algérophobe d'une rare violence aujourd'hui. Oui. Très bien, Ahmed Kateb, Mourana et toi, Rabi, on ne peut pas terminer cette émission sans que l'on ne parle de l'impact des crimes coloniaux sur les sociétés africaines. Et on ne peut pas ne pas s'interroger aussi sur la manière dont ces crimes coloniaux ont affecté le développement de l'Afrique. Les crimes Justement, coloniaux, la nuit coloniale en Afrique a laissé des séquelles indélébiles dans les sociétés africaines. En fait, la France, quand elle s'est emparée des colonies en Afrique, le Oui. but c'était justement de s'accaparer des richesses de toutes ces colonies qui Oui. ont grandement contribué, comme l'a souligné Ahmed Kateb, à la puissance de la France à tout point de vue. Donc les Français ont cherché à accroître leur richesse nationale à travers l'organisation de pillage et de transfert de toutes les matières premières dont regorge l'Afrique Oui. vers des usines et vers la France pour les transformer en richesses qui ont fait Oui. de la France l'une des puissances du monde. On sait que l'or et les diamants étaient extraits des mines, notamment au Sénégal, au Mali, qui ont été transférés directement à la France. Il y a Oui. aussi le cacao, Oui. il y a eu le caoutchouc. En plus des massacres des populations, on a massacré aussi. Le Après, On pétrole. a le aussi- pétrole et on a le aussi- gaz, le oui, pét- faut le pas pétrole il est oublier. venu bien après, mais depuis Oui, surtout les matières premières. les matières premières. Et je voudrais dire justement que l'utilisation de ces matières premières importées des colonies En une- et d'une main-d'œuvre justement bon marché ont fait que on permet à l'émergence de grands groupes français qui Oui. existent aujourd'hui Oui. et qui détiennent certains médias. Je citerai le groupe Bolloré, par Oui. exemple, qui aujourd'hui a CNews, a d'autres chaînes Oui, qui passent contrôle leur beaucoup de temps ports africains. à casser de l'Africain, à attaquer les Africains, à les traiter de tous les noms d'oiseaux, Alors qu'il s'est alors construit. qu'il continue jusqu'à maintenant à piller les richesses De de l'Afrique. l'Afrique. Très bien. Alors, il ne nous reste qu'une petite minute. Je vais vous donner le privilège, Hassan En Arabe, termes- de en clore termes- cette émission. Oui. Alors, Hassan Arabe, la colonisation n'a semé que désolation et chaos en Afrique. On a des destructions des structures sociales et politiques, des violences de masse et génocide, des pillages des ressources et sous-développement économique, aliénation culturelle et linguistique. Les affres du colonialisme sont très, très, très nombreux. Très nombreux, et la France observe jusqu'à aujourd'hui l'attitude du déni. Oui. Un déni qui trouve son explication dans les propos des généraux, des Oui, maréchaux oui, français. oui. C'est le cas. Vous savez que Bugeaud, lorsqu'il a été interpellé par la Chambre Oui. en 1845, à propos des massacres, des razzias pratiqués, des enfumades pratiquées en Algérie, il leur a dit, écoutez, l'armée française, je le cite, Oui. est une armée qui est la plus douce qui ait jamais existé. Oui. Aujourd'hui, on parle d'une armée professionnelle qui commet des massacres. Oui. Donc, c'est une colonisation qui a commencé par une politique de la terre brûlée. Oui. Elle se termine par une politique de la terre brûlée menée par des généraux français, Oui. Salon et Joux, parce qu'ils vont créer ce qu'on appelle l'organisation terroriste, L'OAS. l'OAS, qui L'OAS. va semer Le chaos. le chaos. Donc, elle a commencé par le chaos et s'est terminée dans le chaos. Alors Hassan Arabe, dites-moi si je me trompe, les Africains dans leur grande majorité n'attendent pas de la France une repentance ni une réparation financière, mais une reconnaissance des faits qui sont têtus et un exercice de dignité en faisant face à un pan peu glorieux de son histoire. Je pense que tous les Africains ne demandent pas Oui. réparation ni Oui, repentance. oui. Ils demandent à la France de reconnaître, parce C'est que la clair. France observe une attitude De de déni, déni. de déni. Tout simplement. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée donc aux crimes coloniaux en Afrique. Nous nous sommes attardés particulièrement sur le bombardement du petit village de Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel.
En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Vous pouvez également nous suivre, si vous le voulez, sur notre page Facebook. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Chafaoui. Elle a été réalisée par Aisha Zina Hammer. À la console technique, il y avait Mustafa. Au streaming, Hamid. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine.